Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur le Comfort Movie, mais aussi bienvenue dans un épisode de Studio 7. C'est vrai que je fais un peu différent, petite variante. C'est la petite variation. Moi c'est Deka, je suis accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo, Pauline et Louis. Salut à tous. Salut. Ça va bien tous les trois? Ça va. Eh ben nickel. Déjà on a fait une première partie sur le Comfort Movie dans laquelle on n'avait vraiment pas de ligne directrice, pardon. Et on allait un peu dans tous les sens. En fait ça finit en épisode nostalgie dans lequel on a juste name drop tous les trucs qui nous faisaient penser à quand on était gosse, des Looney Tunes, ouais, mais on a vibé. au téléachat. C'est ça, mais on avait vibé, c'était notre truc confort. Voilà. C'est notre épisode confort, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, c'est la période des fêtes, C'est ça. soyons confortables. Ça va quand même de name drop. Ouais. Le télé-shopping, faut le faire. Ouais, mais du coup si vous êtes né entre 96 et 80 et 2000. 2000. Ouais non 2004 non. Hein. Non, et 2000. Ah 2004 non. Ah ouais. Ah bah non, 2001. plus, ouais, Alors, on prend un peu avant 2001, 96, ça veut dire. Quand même. Peut-être Bah, eux, ils ont eu des trucs encore avant. 94-2001, je pense. Pense. Ouais. Ok. Allez, on va Si dire vous ça. êtes né dans cette période-là, je pense qu'on va vous rappeler certains trucs à mon avis. Un shot de souvenirs. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, c'est la deuxième partie, donc partie dans laquelle Pauline, Louis et moi on choisi un film lié au thème, donc le Comfort Movie, et on le présente à Frigo, qui va évidemment les regarder et nous fera son retour du coup dans la partie 2 du prochain thème. Ouais. Et donc on va commencer par le retour du thème précédent, Qui était qui était le muet. Exact. Moi j'avais choisi Ghost de Tokyo de Ozu. J'avais aussi beaucoup parlé de Bonjour de Ozu, mais je crois que tu ne l'as pas vu. Non. Donc on aura des retours que sur Ghost de Tokyo. Pauline, tu avais choisi L'homme à la caméra d'Eddie Gavertov. Voilà. Et Louis, J'avais choisi Sherlock Junior de Buster Keaton. voilà. Ok. Bah allons-y. Bah écoute, je sais pas trop par quoi Alors, commencer. avant, pardon, excuse-moi, mais on va spoil. C'est des retours. Oui. Bon, alors c'est des films muets, voilà, qui datent plus de 100 ans quasiment. Quasiment. Mais on va spoil, aucun scrupule, donc si vous voulez les regarder avant, n'hésitez pas. Il y a toujours les timers dans la description pour pouvoir passer les films, etc. Rouler directement au film de cet épisode. Mais donc voilà, c'était quand même pour prévenir. T'as bien fait. Vas-y, Du coup, je pense que je vais faire ça à peu près à chaque fois, mais en gros, je vais faire juste dans l'ordre de visionnage des films, du coup. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai commencé par L'homme à la caméra. Alors, pour préciser, ce que du coup, vu que je l'ai vu sur YouTube, je me suis dit que possiblement il existait plusieurs versions disponibles sur YouTube. Du coup, j'ai vu Man with a Movie Camera avec entre parenthèses 1929 Movie, All Soviet Movie on Air Vision. J'ai vraiment tout noté. C'est sur la chaîne Air Vision, du coup. Ouais. Bref, vous avez compris. Non, mais tu fais bien, parce que comme j'avais dit, il y a plusieurs bandes originales. Voilà, c'est et ça. tout, donc. En vrai, je peux mettre les liens dans la description. Ouais, je pense Ouais. si Si j'ai c'est la possible. Oui, vu ça que peut les être trois cool. sont sur YouTube, de toute façon, je crois, nos trois Oh, films. ouais. Ah, par contre, Oui. j'ai pas check surtout. Je reviens tout de suite là-dessus, ce qu'on en avait parlé. J'ai pas pu check du coup Ouais, mais du coup, j'ai pour checké. les différentes versions. Ah, ok. C'est les mêmes. Ok. Bon, bah, merci d'avoir fait ce Ah. travail à ma place. Mhm. Du coup, bon, alors, honnêtement, c'est un peu un mid au possible en termes de ressenti du film. Ok. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai aimé. Genre vraiment, ça m'a pas procuré grand chose. J'ai quand même trouvé que du coup tout ce qui était, on va dire des idées, genre les idées de caméra, les idées de plan, les machins, l'idée d'essayer de raconter une histoire sans raconter une histoire vraiment, on va dire. Ouais. Je trouve ça quand même super intéressant, puis hyper visionnaire en vrai pour un truc aussi jeune dans le cinéma. Et j'ai même l'impression que ça a jamais été trop réexpérimenté, on va dire, de juste mettre des images les unes après les autres sans qui n'ont pas vraiment de lien, on va dire. Il y a quelques trucs qui peuvent s'en rapprocher. Là, je pense à Un chien andalou de Buñuel et Salvatore Dali. Et je pense que même aujourd'hui, il doit y avoir, mais après, c'est des choses qui sont beaucoup plus de niche parce que avec toutes les technologies qu'on a eues, on va dire que je pense que moins de monde trouve de l'intérêt à faire ce genre de film. Mais c'est sûr qu'il doit en exister d'autres.
Ok. Bah, du coup, en tout cas, je trouvais ça cool de. En vrai, rien que Godard, il a beaucoup fait ça aussi. Ok. Mais je trouvais ça cool quand même de se dire, bah, les mecs, ils étaient au tout début de ce qu'on appelle le cinéma maintenant. Ils ont quand même fait une expérimentation de fou. Ouais. Surtout que c'était un truc soviétique où, du coup, bah, voilà, je trouve ça quand même super bien. Par contre, j'ai du coup des petits points négatifs où je trouve la bande originale atroce. Non, en fait, c'est un truc où, du coup, je crois que t'en avais parlé, mais c'est un mec qui l'a recomposé. Ouais. Et en gros, ça a été validé pour être la bande originale maintenant du film, c'est Ouais, ça en c'est gros. ça. Et en fait, je trouve que déjà, les ultra répétitives, soit, genre un point où ça rythme beaucoup trop l'image. Enfin, en gros, j'ai fait le test. Ça a été un des seuls films quasiment où j'ai fait le test entre vraiment pas de son et avec le son. Ouais. Et je trouve que le film, sur beaucoup d'aspects, est beaucoup plus agréable à regarder en absence totale de son, Ouais. en gros. C'est le seul où t'as eu un problème avec la bande-son ? De quoi ? C'est le seul où t'as eu un problème avec. Pour le coup, ouais. Ok. C'est vraiment le seul où, en vrai, vraiment, je me suis dit, la musique, elle est chiante. Voilà, elle est pas. Pourquoi elle est là ? Et vraiment, elle est pas faite pour. Parce qu'en fait. C'est étonnant parce qu'on l'avait plus dit pour le coup pour Ghost de Tokyo. Ouais, c'est vrai. Ah, du coup, j'en parlerai, mais. Ouais. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Enfin, tu verras ce que je te dirai, quoi. Ouais, on va tous être étonnés là. Enfin, en gros, du coup, c'est de la bonne musique, mais du coup. Ouais, c'est un peu trop omniprésent. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Genre, en fait, je trouve que dans le. Bon, en vrai, le style de musique, c'est un truc un peu jazzy, tu vois. Mais genre, à des moments, ça commence à se rapprocher sur un peu tout ce qui va être genre hip-hop, tu vois. Ouais. Et t'as même, dans certains plans, où genre, tu sais, t'as la meuf qui est dans la manufacture de tabac, elle fait les paquets de clopes et après elle fait les trucs. T'as des scratchs ou des trucs comme ça, où genre. Ouais. En fait, ça n'a rien à faire là. Enfin, je trouve. Oui, c'est assez décalé, ouais. Je trouve la musique, en fait, elle vient vraiment, genre. Elle est trop anachronique. Comment on dit ? Anachronique ? Ouais. Pour le film là, et du coup, genre, ça le dessert un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour le coup, je pense que je vais pas épiloguer sur le film parce que, bah. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Je pense que ça se ressent beaucoup sur comment tu ressens le film. Ouais. Vu qu'il n'y a pas d'histoire ou de trucs à comprendre particulièrement. Je dirais peut-être qu'il est pas super. Tu fais un nom de la tête, Deka. Non, je joue avec l'antipop. Mais attends, tu m'as perdu dans ce que je disais. Tu disais que c'était pas super accessible, je crois. Ouais, je trouve que c'est quand même pas super accessible. Enfin. Ouais, je crois que je l'avais mis une note d'accessibilité 5 ou 4, pas je sais hyper plus. élevée. Ouais. Non, ouais, t'avais pas mis élevé. Mais je trouve vraiment là, pour le coup, vraiment... déjà quand je le regardais, je me dis, ok, en vrai, je me sens prêt à regarder ce genre de choses, mais ça reste un truc où c'est pas vraiment accessible à tout le monde, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, je vais passer à... Attends, j'ai un autre truc. Parce que oui, le film était disponible sur YouTube. Non, mais en fait, je viens de relire mes notes vite fait. Et qui dit Noël dit pub. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai réactivé Adblock. C'est-à-dire que j'ai regardé. Ça marche pas ? Si. Alors là, je sais pas, mon ordi l'a bugué, ça marche. Mais genre. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour. Je vais pas te mentir, j'ai regardé 15 minutes de film, j'ai eu 4 coupures de pub. Ah ouais, non, mais horrible. Non, c'est trop grave. Vraiment, j'ai fait, en fait, non, c'est juste pas possible. Ouais, Adblock, ça refonctionne sur YouTube. Écoute, je sais pas, mon ordi fait des trucs bizarres, non, mais mais peut-être que là, ça a fonctionné, ou je sais pas, mais. Alors, je pense que maintenant, de toute façon, ça va être pas un petit aparté, mais ça va être la guerre entre YouTube et Adblock pour. YouTube va trouver un moyen de contourner Adblock, Adblock va faire une mise à jour pour arriver à contourner le contournement de YouTube et en fait, on verra jusqu'où ça va, quoi. Il y a quand même un truc où il faut se dire que les personnes qui sont rémunérées par YouTube, c'est grâce aux pubs, tu vois. Et mine de rien. Ouais, plus maintenant c'est plus les placements de produits quand même. Ouais, mais les pubs peuvent aussi contribuer à une grande partie de trucs, tu vois, par exemple. Oui. Après, il y a des trucs où je comprends, il y a des trucs où genre mettre un film libre de droit. Non, je suis d'accord. Genre de patrimoine sur ta chaîne et. Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, ce film-là et Ghost de Tokyo, au début, il y avait un petit disclaimer en mode si vous pouvez désactiver Adblock, parce que les revenus générés par la chaîne nous permettent de continuer à faire ça, tu vois. Ce qui fait que t'as quand même j'ai du mal à voir en quoi t'as besoin d'argent pour mettre un film libre de droit sur YouTube. Est-ce qu'ils restaurent les films pour certains trucs? Oui, des fois, c'est les trucs de restauration qui les mettent directement. Et en fait, du coup, ok. Du coup, indirectement, tu contribues au patrimoine, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, puis même, genre, il y a toute la modération derrière, peut-être les trucs, donc voilà.
Donc voilà, j'ai quand même écrit faut doser sur les pubs parce que c'est un enfer. Si vous avez pas de bloc, je vous souhaite bon courage parce que le film est quand même. C'est pas il est dur à suivre, mais du coup il est pas très accessible, ce qui fait que c'était une pub toutes les 5 minutes, tu décroches sûr, au bout de la 3e pub, t'as plus envie de le regarder quoi. Donc voilà, du coup j'ai passé à Sherlock Junior. Du coup que lui j'ai vu sur Univers Ciné. Ouais, parce qu'il était disponible voilà. à la location. Donc et il n'y a pas de pub. Oui, du coup voilà. À la location payante ou dans le catalogue? Ouais. Non, il est pas payante. dans le catalogue, ouais. T'es obligé de le C'est louer. pas libre de droit? Écoute, visiblement non. D'accord, ok. Après tout dépend si t'as des ayants droit ou des trucs qui ont renouvelé les trucs ou quoi. Du coup j'ai vraiment aimé. En vrai j'ai vraiment bien kiffé le film. Je trouve du coup on en parlait, mais la scène dans le cinéma, Elle est folle. Hein. au début je me disais mais ils sont cons, ils ont pas compris, en fait c'est juste une scène derrière le. J'ai collé du cul. Et moi je suis resté assis, j'ai fait non c'est pas possible. Toi aussi t'as voulu faire les gris comme moi au début? Ouais, non en fait non, au début en gros je me dis ok je comprends pourquoi il est gris. Après je me dis mais en vrai c'est cool. Et en fait quand il y a eu le moment du cinéma je me dis vas-y. Ça rentre sur le coup de la banane, donc j'ai fait. En vrai je sais pas, je trouvais ça. Ah ouais. Je trouve que ça marche tu vois. Okay. Pourtant en vrai le burlesque c'est pas un truc où je suis le mec le plus fan tu vois. Et là pour le coup ça allait tu vois, genre j'ai apprécié tu vois le jeu d'acteur et tout. Cette suite de scènes dans le cinéma, elle est belle en plus, je trouve. Enfin... Elle est super. Alors, franchement, elle est super. Mais par contre, je suis d'accord avec vous. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils aient fait ça. Je sais pas comment honnêtement, ils ont. je comprends à l'époque, j'arrive pas à comprendre non plus comment ils ont. Surtout que j'ai regardé, mais genre le public, tu vois, avec l'image et le sauce, etc. Mais genre, en vrai, c'est très léger, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir plein de vidéos YouTube qui doivent expliquer. Oui, je pense que. En vrai, il faudrait que je cherche parce que pour le coup, je suis vraiment curieux parce que ça a été millimétré, quoi. Parce que Pauline disait que c'est de la surimpression, mais ça me semble pas être de la surimpression. Ça me semble pas possible. Bah, je sais pas, j'avais du mal à voir comment ça pouvait être fait autrement, mais. En fait, le truc, c'est que. En fait, je vois pas parce que pour moi, il est vraiment genre. Ou vraiment, ils lui ont demandé de finir des trucs, mais genre même, ça me paraît avoir aucun sens parce que t'as un moment où il tombe. Et en fait, il tombe dans le plan suivant et je me dis, mais c'est genre, ok, avant, je veux bien, tu sais, genre, il était statique, ça fait un raccord. Là, c'est pas possible, genre, ça tient pas debout, tu vois. Maintenant, vu qu'il tombe. Hein? Ça tient pas debout vu qu'il tombe. Oh, putain. Allez, dégoûté. Mais oui, par contre, bon, voilà, les cascades aussi, j'ai vraiment trop kiffé C'est folle, hein. le coup il est sur le toit, il prend la barrière pour tomber dans la voiture, tu vois. Qu'il aurait fait, et de la scène en moto. C'est en moto, ouais. Je trouve ça démentiel. Le mec, je sais pas s'il avait une bonne assurance vie, mais c'était vraiment un détraqué, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Et du coup, ouais, le film est super cool. J'ai trouvé les musiques bien, en vrai, pour le coup. Ouais, elle est chouette, la musique. La bande originale, elle fonctionne bien. Puis voilà, quoi. Bon, après, c'est une histoire basique que tu comprends bien. Qui je trouve quand même est très bateau, mais qui semble logique quand tu la regardes, mais genre ça paraît pas forcé de ouf en mode oh vous avez vu il y a tel truc, il y a ça. Ouais, c'est normal, enfin c'est un film un peu normal quoi. Ouais, et vraiment j'ai bien aimé, tu vois, où genre même ce côté burlesque au final tu le ressens pas trop et je trouve que tu vois ça participe à ce que le film soit vraiment cool quoi. Ouais. Puis il est drôle, il reste vraiment très drôle je trouve. Ouais. J'ai pas eu d'éclat de rire, tu vois. Non, moi non plus. Mais je trouve qu'il est vraiment drôle pour le coup. Il y a toute la scène de billard où tu sais, il y a une des boules qui est une bombe. Elle est géniale, je trouve. Où, du coup, il tire dedans à chaque fois. Carrément. Et t'as peur à chaque fois. C'est génial. Franchement, moi j'adore. Ouais, carrément. En vrai, c'est des trucs que tu vois arriver, tu vois. Oui. Et je trouve que t'es quand même surpris de les voir pour le coup. Et non, vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Tant mieux alors. Même comment ils ont fait la transition rêve où du coup là c'est de la surimpression, tu vois. Où en vrai, ça marche de ouf quoi. Ouais. Même où il prend des objets et ça le refait en surimpression, tu vois, j'ai trouvé ça ouf aussi. Donc voilà. Bon film. Bon film. On le dira. Film, non mais ouais, en plus il est court, il se regarde vraiment bien. Il se regarde bien. Ouais. J'ai 44 minutes, un truc comme ça. 45 je crois. Ouais, 45. Mais genre oui, en vrai c'est vraiment cool. En vrai je le dirai jamais assez, mais profitez-en, regardez les films, en vrai ils sont tous bien au final. Hein. Donc voilà. Et j'ai passé à Ghost de Tokyo du coup. Ok. Alors du coup j'ai vu une version YouTube, je l'ai pas noté parce que pour le coup en fait quand j'avais cherché j'étais tombé sur cette version là et j'ai l'impression que c'est à peu près la seule version complète qui existe sur YouTube. Ah peut-être ouais. Par contre il y a un truc un peu bizarre avec les sous-titres. Parce que du coup c'est des sous-titres automatiques mais à des moments c'est traduit pas traduit, enfin c'est un peu
Ouais, Ah. c'était un peu bizarre, mais pas grave en vrai. T'as mis les sous-titres en français? Peut-être, oui. Du coup, ça doit être la traduction de YouTube. Ah, ok. Du coup, il doit y avoir des. Parce que Ah, je Ouais, pense c'est que. ça, je crois. oui. Moi, j'avais fait pareil. Et, J'avais fait pareil, c'était bizarre. en gros, aussi. t'as les sous-titres en anglais générés, après t'as une traduction automatique en français, mais parfois c'est un peu aléatoire. Ah, ok. Ah, Bon, c'est bah, peut-être ça alors. Ok. tout s'explique du coup. Mais du coup, en vrai, pas grand chose à dire. J'ai vraiment bien aimé le film. C'est vrai? J'ai vraiment bien aimé le film. Je trouve il a pas vieilli en fait. Putain, c'est trop drôle parce Je sais pas que comment c'est- dire. En fait, déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est ouf parce que du coup, c'est un film muet où c'est pas burlesque. Le jeu d'acteur, il est pas exagéré. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est des enfants qui jouent. Ils sont forts, hein. Et vraiment, je me suis dit, Ouais. mais la prouesse technique de ouf, tu vois. Et au final, même si t'as des trucs où tu sais que c'est exagéré pour que tu comprennes genre ce qu'ils disent, au final, ça le paraît pas, tu vois. Et je trouve ça vraiment ouf. Par contre, je sais pas à quoi ils jouent. Tu sais, le jeu là où ils mettent la main et le mec il tombe par terre. Oui, C'est pas un peu des conneries en mode tire sur mon doigt ou c'est un peu ce genre de truc qui Ouais, a pas mais trop de C'était sens. ça. J'ai l'impression que c'était le truc Pensez un à peu. bonjour, C'est- forcément. C'est un Ouais, peu le truc où tu fais le geste comme ça en bas, tu vas faire la croix sur l'épaule, tu tapes et Ouais, mais c'est j'ai un quand peu même cette vibe, tu vois. j'ai l'impression que t'as quand même un truc dedans où c'est genre un peu. C'est le leader du groupe qui Voilà, fait ça. c'est ça. Et, Ouais, bah enfin quand tu te fais taper sur l'épaule, c'est aussi souvent par le mec. oui, Ouais, un peu, c'est juste parce que t'es nul et que tu tombes toujours dans le Ouais, patin, tu bah, vois. enfin, bon. Là, c'est genre. On dirait que c'était genre. Le gros caïd, ils sont obligés de le faire, tu vois. Oui, bah oui. Ouais, mais c'est le but. Puis après, c'est tout le message du film. Hein, Oui. Bah, du coup, les musiques, j'ai vraiment aimé, pour le coup. Où je trouve que même. Il y a un peu de Mickey Mousing à des moments. Ouais. Où genre. On en a Tu pas peux parlé. expliquer ce que c'est du Mickey Mouse Ah oui, pour vas-y. ceux qui et sauraient pas. alors, dès qu'on avait déjà parlé dans. Quand on parlait de Yojimbo, donc partie 2 sur Les Dio. Dio Mythique. Audio Ouais. Mythique, ouais. Mais du coup, c'est quand, Le en rappeler. fait, le son. Paraphrase accentuer vraiment les l'image, mouvements. quoi, en fait. Où genre. Tu descends les escaliers, t'entends tout. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé dans l'épisode sur le muet, mais c'est quelque chose. Enfin, il y en a eu énormément dedans, et notamment Ouais, c'est dans les vrai. comédies à la Chaplin. De ouf. À chaque fois qu'il marche, il y a la petite musique pour Qui paraphraser son mouvement. Quoi. C'est un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, mais dans L'homme à la caméra et dans la BO qu'ils ont fait, elle y est. Ou à des moments, en fait, au début, j'étais vraiment en mode ah, trop bien, ça y est. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Enfin, bref, j'ai vraiment pas aimé le son de ce film. Mais du coup, ouais, je trouve que ça marche super bien. Et puis, le sujet abordé du film, en vrai, il est. Je sais pas, je trouve ça ouf d'arriver à le faire comprendre à tout le monde sans mots, en fait. Mm. Ou bon, t'as quand même besoin d'écarter des moments pour. T'as pas trouvé ça un peu long? Et alors étrangement, non. Et en fait, si. En fait, quand je le regardais, j'étais là en mode, putain, ça passe vite et tout. Et en fait, il arrive un moment où j'avais quasiment plus le temps de le regarder. Et j'étais en mode, bon, ça va finir, dépêche-toi de finir, s'il te plaît, tu vois. Et en vrai, j'avoue, il dure un peu. Mais sinon, ouais, en vrai, j'ai trouvé quand même vraiment, vraiment cool, tu vois. Et puis, ça reste dans le truc où en mode le film il reste intemporel parce que le sujet il est intemporel, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool qu'un film aussi vu en fait il puisse avoir cette longévité et tout ça sans mots. Ouais. Je trouve ça vraiment vraiment cool quoi. Tu penses que tu arriverais à avoir Bonjour avant la fin de la saison? J'en ai aucune idée. Là actuellement Si je on peux va pas dans le le dire. bilan de la saison. Je peux essayer mais Ouais. je ne peux rien promettre malheureusement. Ok. Donc voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'aurais à dire en vrai sur les films muets. Du coup, c'est un retour assez rapide. Donne-nous ta note de découverte. Je me suis même pas posé la question. Je te la pose du coup. Je sais pas, je dirais peut-être un 3,5, 4. Ah oui, t'as pas kiffé le muet quoi. Ah merde, c'est vrai, c'est sur 10. Oui, Ah, c'est donc sur sur 10. 5 là Non, du coup, 6,5, 7. Ok, ça va. Donc t'as bien kiffé le muet quand même. Ouais, globalement, en vrai, ouais, quand même, j'ai bien aimé, quoi. Ok. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au gros de l'épisode, Ouais. la présentation de nos 3 films respectifs. Exactement. Ouais. Préparez vos plaids, votre chocolat chaud, et c'est parti. Ouais. Alors du coup, déjà on va peut-être dire les films qu'on a choisis. Alors moi j'ai pris La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller. Moi, j'ai pris Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Et moi, Orgueil et Préjugés de Joe Wright. Écoutez, on va partir pour du coup le premier round.
Alors le premier round, c'est le round de l'intrigue, du plot, de l'histoire, la fiche technique, la présentation rapide, histoire de donner les bases pour pouvoir ensuite dans un deuxième round aller un peu plus en profondeur sur notre film. Et comme d'habitude, c'est Pauline qui commence. Tout à fait. Donc comme j'ai dit, j'ai pris La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller, avec Ben Stiller en protagoniste. Et on a aussi Kristen Wiig qui est l'actrice secondaire principale. Et il y a aussi Sean Penn qui fait son petit caméo. Et voilà. En acteur connu, il y a aussi Shirley MacLaine, mais elle n'a pas un rôle non plus énorme. C'est qui déjà ? C'est la mère de Walter. Elle joue dans d'autres trucs connus ? Ah, Shirley MacLaine, c'est une actrice du vieil Hollywood assez connue. Et donc c'est un film qui est sorti en 2013, qui dure 1h54. Donc comme j'ai dit, Ben Stiller il a réalisé et il joue dedans. Il n'a pas réalisé énormément de films, mais celui-ci en fait partie. C'est adapté d'une nouvelle du même nom. Non, d'une nouvelle qui s'appelle La vie secrète de Walter Mitty, parce qu'en anglais c'est The Secret Life. Juste le film, ils ont... C'est quoi la VF, tu m'as dit ? Le nom en français ? Le nom français, c'est La vie rêvée. Ah. Alors qu'en anglais, c'est The Secret Life. Ok, d'accord. Voilà. Et donc Merci. la nouvelle, c'est La vie secrète de Walter Mitty, qui est une nouvelle de James Thurber, qui avait déjà été adaptée en 1947. Okay. J'ai pas vu la première adaptation, mais mon père a vu les deux et du coup il dit que c'est très drôle parce que c'est vraiment la même histoire, mais bon, comme vous en doutez avec le titre Vie rêvée, il y a quelque chose d'assez onirique dedans et du coup un peu des éléments qui peuvent faire un peu fantastique, et du coup il m'a dit que c'était assez drôle la manière dont on comparait les effets pratiques de 1947 à 2013 quoi. Et donc pour la petite histoire, donc c'est Walter Mitty, c'est un employé du magazine Life. Il s'occupe de développer les négatifs. C'est vraiment l'employé discret, un peu victime même. Voilà, il est assez solitaire et il est amoureux d'une de ses collègues. Et en fait, il va s'imaginer des aventures où il est beaucoup plus confiant. Pour se donner du courage, on va dire. Le jour de son anniversaire, il reçoit la pellicule d'un photographe très connu pour faire une de Life. Pour la dernière une, dans mes souvenirs. C'est la dernière une papier, parce qu'il passe au numérique. Oui, c'est ça, exactement. Et dans le paquet qu'il reçoit, il y a un cadeau spécialement pour lui, un portefeuille avec un mot qui lui dit je te recommande la photographie 25. Et sauf qu'il ne la trouve pas. Et du coup, il décide de retrouver le photographe pour retrouver cette photographie numéro 25, ce négatif. Mais ce photographe, c'est un mec qui va faire des photos de la nature dans la montagne, des trucs vraiment paumés, injoignables. Et du coup, il va partir dans toute une série d'aventures à la recherche de cette photo. Voilà, je pense que c'est suffisant pour ce round. Après, niveau disponibilité, tu l'as vu où, toi, Deka ? Alors, je l'ai vu en 2 fois. Donc j'ai vu le début sur Disney+, la fin sur Canal+, parce qu'il il est en gros sur M6. Ah bon ? Ouais. Et donc en fait, depuis Canal+, t'as accès au lecteur M6. D'accord. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, il est sur Canal+, Disney+. Il dure combien de temps ? Assez accessible. 1h54. Et niveau accessibilité ? 9-10. Ouais, clairement, ouais. Ok. C'est marrant, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu le nom de Ben Stiller. Pourtant, il fait des super trucs, Ben Stiller, en tant que réalisateur en plus. Ouais, mais ça va être marrant de revoir Ben Stiller, du coup. Ouais. Moi, j'avais d'ailleurs hésité avec un autre film de Ben Stiller pour cet épisode, qui est Tonnerre sous les tropiques, qui me fait mourir de rire et qui, en plus, est une comédie qui tape beaucoup sur Hollywood. Et avec un Tom Cruise méconnaissable, genre chauve et gros, là, c'est trop drôle.
Très très drôle. Ok. Voilà, moi j'ai rien à rajouter. Ok. Et bah écoutez, Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais. Alors, moi j'ai choisi donc Crazy Kung Fu de Stephen Chow, avec Stephen Chow dedans. Et en fait, tu as déjà vu un film de Stephen Chow? C'est judo? Non, Shaolin Soccer. C'est le même réalisateur que Shaolin Soccer. Ok. Donc voilà, tu vois un peu le... J'ai le topo du film déjà. T'as le topo du film déjà un petit peu, en tout cas l'ambiance que c'est. Donc Crazy Kung Fu, donc c'est avec Stephen Chow qui fait le rôle principal, avec, et désolé pour l'écorchement des noms, mais c'est un peu compliqué, Yuan Qiu, qui joue la propriétaire qui a le rôle féminin principal, Yuan Hua, qui joue son mari, Danny Chan Kwan, c'est compliqué, Bon, non, c'est et Bruce Leong. Et donc c'est un film de Kung Fu qui dure 1h40, un peu moins d'1h40, sorti en 2004. Et pour l'histoire, donc on est en Chine des années 30, et il y a les gangs font la loi, et notamment un gang qui s'appelle le gang des haches, parce qu'ils se battent avec des haches, tout simplement. Okay. Et il y a un petit immeuble dans un quartier très 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 pauvre tout de la ville, qui les intéresse pas du tout, et où sont cachés en fait des maîtres du kung-fu. Ok. Et un jour, le personnage principal, Sing, veut rentrer dans le gang des haches et va chercher un petit peu à corrompre et à emmerder cet immeuble en fait de pauvres, et qui va attirer l'attention des gangsters. Et il y aura toute une scène, tout plein de scènes du coup qui vont se retrouver entre les habitants de cet immeuble et le gang, et des scènes de combat et tout. Les scènes de combat sont chorégraphiées par Sammo Hung, qui est connu notamment pour avoir... il est comme Jackie Chan, il a fait l'Opéra de Pékin. Il était considéré comme le grand frère de Jackie Chan, d'ailleurs. Ils ont fait beaucoup de films ensemble et tout. Il a réalisé aussi des films. Il a été chorégraphe des films. Mais il est parti en cours de route de Crazy Kung Fu. Et le deuxième chorégraphe, c'est Yuen Woo-ping, qui est le chorégraphe des Matrix, des Kill Bill, de tout plein de films, et c'est le réalisateur aussi de Iron Monkey, dont j'ai déjà parlé un petit peu avant. Et c'est trop bien, quoi. Du coup, les chorégraphes, c'est pas de jeu le rigolo, quoi. Mm-hmm. Et voilà ce que j'ai à dire à peu près sur le film. Il dure combien de temps, peut-être? Il dure 1h40 à peu près, un peu moins d'1h40. Il est disponible où? Il est disponible sur Netflix en ce moment. Ok. Et niveau accessibilité, je pense que c'est un 10. Et du 10-9 en vrai. Ok. Rien à voir, mais Jackie Chan, il s'appelle Jackie. C'est vraiment une dinguerie de s'appeler Jackie. Non, mais c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est vrai que c'est peu courant. Non, mais frérot, Jackie, quoi. Enfin, pardon, mais ça devait être dit. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Moi, je pense que s'il t'écoute, il te défonce. Ouais, bah, il s'appelle Jackie, donc je m'en fous. Bah écoute, est-ce que sur ces belles phrases, tu veux enchaîner? On a plus rien à dire? Moi, j'ai plus rien à dire sur Crazy Kung Fu. Ça va très très vite, hein, tu sais. Bon, bah écoutez, à mon tour, je vais vous parler d'Orgueil et Préjugés, du coup, réalisé par Joe Wright en 2005. C'est une adaptation du roman éponyme de Jane Austen, évidemment. Un roman qui est sorti en 1813. Attendez, je suis sûr à 100%. Je crois que c'est ça. Mais je crois que c'est ça. Bon, on va dire ça. Il est sorti en 1813. Dedans, on a quand même des rôles plutôt pas mal. On a Keira Knightley, qui a joué pas mal de fois en plus dans les films de Joe Wright. On a Rosamund Pike, qui est quand même joué dans Gone Girl. Ouais, notamment. Elle a été une James Bond girl aussi sous Pierce Brosnan. Ouais. Ok, je savais pas. Et après, voilà, pas mal d'autres acteurs, donc je ne citerai pas les noms parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Donald Sutherland dedans, qui a joué dans Hunger Games notamment. Le père, ouais. Mais il y a dans Hunger Games notamment, genre le mec, il a... Oui, il a une carrière, mais je parle pour Frigo. Genre il a une carrière du Nouvel Hollywood. Il a une carrière de fou. Non mais ouais, de ouf, faut être trop... Mais Donald Sutherland, pour le plus grand public, c'est malheureusement le président Snow dans Hunger Games. Ouais. Mais il a pas fait Dench, qui a joué dans... Oui, il y a Judi Dench. Et puis il y a... Comment elle s'appelle, la plus jeune des sœurs, là, qui justement devait pas être très connue. Il y a Carey Mulligan. Oui, voilà, c'est ça, Carey Mulligan. Qui a joué dans Drive, dans Shame, enfin dans plein d'autres films. C'est bien, j'avais déjà vu celle-là. Ouais, mais trop. Je me disais bien. Mais oui.
Mais voilà, donc en gros, qu'est-ce que Orgueil et Préjugés ? Je disais dans l'épisode d'avant que j'aimais bien. Ouais, un film, ouais. Okay. Mais un roman avant. Ah, c'est vrai. Je disais dans l'épisode d'avant que j'aime beaucoup cette vibe un peu bourgeoise anglaise. Mais c'est pas vraiment bourgeois, c'est un peu en dessous quand même. C'est des petits propriétaires. Ouais, on est du niveau en gros des filles du Dr March. Oui, c'est ça. Oui. Un peu cette vibe, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Puis ça reste des campagnards en plus. Oui, non, c'est sûr. Et donc, on suit une personne plus que d'autres qui est jouée par Keira Knightley, qui est donc Elizabeth Bennet, et ses 4 sœurs. En fait, sa petite famille, en gros, c'est son père, sa mère, ses 4 sœurs et elle. Et donc, elle fait partie de cette gentry. Donc, elle a de l'argent, mais pas énormément non plus. Et en gros, on va suivre sa relation amoureuse naissante qui se crée, etc., avec un personnage qui s'appelle Darcy, Mr. Darcy. Et donc, on suit un peu tout ça. Je sais pas quoi. Lui est méga riche. Alors lui, il est plus, lui, c'est vraiment l'aristocrate. Ouais. Il a de l'argent. C'est ça. Et le truc, c'est que la mère, de la famille Bennet, cherche un petit peu à marier ses filles, en fait. C'est ça. En fait, il y a un truc un peu réaliste, c'est qu'à l'époque, quand t'es une femme, malheureusement, c'est compliqué. Et donc, ouais. Mais non. Et donc, tu dois te marier, sauf que quand t'as pas de dot ou très peu de dot, tu dois te marier à un bon parti, quoi. Ouais, mais justement, quand t'as pas de dot, c'est compliqué. Donc, en général, tu peux pas. Donc, t'essayes de trouver au mieux et d'espérer pouvoir trouver le meilleur parti qui soit. Et donc voilà, on suit un peu tout ça. Il y a pas mal de personnages super intéressants dont je parlerai un peu plus dans la partie 2. Mais je pense que j'ai pas à en dire plus. C'est vraiment une histoire, un peu une comédie de mœurs. En gros, on est sur quelques familles anglaises et on suit un petit peu leurs potins, leurs machins, leurs balles, leurs bidules, leurs relations. C'est très dans la relation. Il y a ce côté très comédie romantique aussi. Oui, bien sûr, c'est une histoire d'amour. Transposée à l'époque. Ouais. Donc voilà, je sais pas si voilà. Il est dispo. De quoi ? Peut-être il a une durée, une disponibilité. Il a une durée. Il dure 2h07, 4. Ouais, en fait, sans les génériques de fin, il dure 2 heures. Oui. Ouais. Voilà. Il est dispo sur Netflix et Canal+. Ok. Donc, niveau disponibilité, on est bien. Et niveau accessibilité, 8 quoi. 8, 9. 9, 10. 9, 10. Hein. Bon, voilà, 10. Donc voilà. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est le premier film de Joe Wright, si je dis pas de bêtises. Donc. Pas de valider l'info. Donc voilà. Et il a été coécrit par Emma Thompson, l'actrice. Ouais. Qui s'est fait plus ou moins sucrer sa scène qu'elle avait écrite et tout, mais. Comment ça, sucrer sa scène ? Apparemment, il y a eu des problèmes. Elle avait écrit toute une scène qui a été coupée au montage final. Je crois que c'était une scène finale. Et du coup, elle est pas vraiment créditée en tant que scénariste, alors qu'elle a coécrit le truc. Ok, après c'est quand même très proche du roman. Hein. Oui, mais donc. Mais du coup, elle a écrit plus tard une autre adaptation de Jane Austen, Raison et Sentiments, je crois. Ouais, peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais voilà, Emma Thompson, grande actrice anglaise qui a. Comme quoi, ça nous prouve que c'était vraiment cool d'être une meuf à cette époque. Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Je rigole. Pardon, excuse-moi. Et du coup, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés, c'est le 3e. Anglais, quoi. Ouais. Le 3e roman, si je dis pas de bêtises, de Jane Austen. C'est un peu compliqué parce qu'elle l'avait écrit quand elle avait 21 ans. Et non, mais la meuf, c'est juste un génie. Et en fait, non, mais alors pour l'histoire. Une génie, du coup. Ouais, une génie. Pour l'histoire, elle a du coup écrit Orgueil et Préjugés, qu'elle a montré à un éditeur qui ne l'a même pas lu et qui l'a vraiment jeté. Genre, il a dit, ça m'intéresse pas. Donc, il l'a jeté. Visionnaire, ce mec. Ouais. Et vraiment, c'est. Parce que du coup, quand elle avait 21 ans, elle est morte en 1818, 19, un truc comme ça. Donc, le livre sort en 1813. Et donc, en gros, elle l'a laissé dans son placard pendant beaucoup de temps. Et c'est bien plus tard que, en gros, son frère est devenu banquier dans Londres, etc. Il commençait à avoir quelques on va dire. Je sais pas comment dire. Des petits filons. Voilà, exactement. Quelques relations qu'il a dit, bon, donne-le-moi, je vais essayer de te le faire éditer. Et là, il a été édité, quoi. Mais sinon, on aurait pu ne jamais avoir Orgueil et Préjugés, qui est pour le coup vraiment un des plus grands classiques de la littérature. Donc, comme quoi, il y a vraiment des gens qui
qui sont pas très bons, quoi. C'était pas le roi du pétrole, quoi. Ouais, non, mais t'imagines? C'est fou, hein. Il y a des gens, ils ont raté beaucoup de choses, hein, tu sais. Voilà, et donc elle a écrit à 21 ans, enfin, et c'était même pas son premier, du coup. Il y a Raison et Sentiment, enfin, du coup, Sense and Sensibility, qui est son premier, qui a été écrit donc encore plus tôt. Donc voilà. Après, on n'a pas écrit beaucoup, on a écrit 6, mais enfin bon, voilà. Mais du coup, juste pour revenir aussi, parce que je parle de génocide, pourquoi j'ai choisi aussi ce film, c'est parce que, au-delà même du comfort movie, c'est vraiment une comfort œuvre, parce que genre, Orgueil et Préjugés, c'est mon livre préféré. Et donc, je trouvais que ça allait bien, parce que un film, oui, mais aussi l'œuvre, enfin, le roman, enfin, c'est trop bien, quoi, Orgueil et Préjugés. Tout, quoi. Donc, ouais. Donc, voilà. Ok. Donc voilà. Ouais, on a posé toutes les questions, j'étais pas sûr. Bah, écoute, on peut passer au deuxième round. Let's go. Du coup, le deuxième round dans lequel on va aller un peu plus en profondeur sur chaque film. Et puis on va reprendre dans l'ordre du premier round. Donc, Pauline. Ouais. Alors, du coup, pour vendre La vie rêvée de Walter Mitty, comment dire, moi, je l'ai vu une première fois à sa sortie, donc en 2013. J'avais 14 ans, au cinéma. Et je suis ressortie et j'avais des étoiles plein les yeux. Il y a une très grande partie du film qui se passe en Islande. Et j'étais là en mode, mon seul objectif dans la vie, c'était de partir en Islande. Ce qui n'a toujours pas été fait, mais voilà. J'étais un peu matrixée par le film. Genre, il est là, il fait de la longboard sur les routes d'Islande. J'étais en mode, mais trop bien, je vais m'acheter une longboard et je vais partir en Islande. Enfin, voilà. Et après, je l'ai revu plusieurs fois, dont une fois avec mon père, qui a tellement aimé qu'il a acheté le DVD. Et du coup, bah, ça a un peu aussi gagné ce truc familial dont on parlait dans la première partie, de comfort movie, mais aussi avec mon papa, etc. Et je trouve que, enfin, je sais pas, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Je sais pas si je l'avais découvert aujourd'hui, si ça m'aurait fait le même effet, mais en tout cas, qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai découvert, parce que voilà, il y a ce personnage qui est un peu marginal et qui vit un peu dans ses rêves, et en fait, qui va se mettre à vivre de vraies aventures dans sa vie, alors que c'est tout ce qu'il avait rêvé depuis le début, alors que sa vie c'était assez monotone et voilà. Et qui au final va revenir à sa vie monotone et être bien content de trouver le beau dans justement le quotidien. Et je trouve que voilà, c'est un message qui est assez simple, délivré de manière assez simple, mais que ça fonctionne hyper bien. Après, le film est quand même assez inventif parce que du coup, ça se matérialise à l'image, tous les rêves qu'il fait vers le début notamment. Et du coup, tu vas avoir un peu des changements de genre en mode d'un coup, il va se croire dans un film d'action et du coup, ça va être montré comme un film d'action. Parce que c'est comme s'il s'inventait des alter ego de personnages qui ont plus de confiance que lui, plus de courage, plus de force. Voilà. J'ai réussi à toucher Frigo il y a 2 épisodes avec un film dont une des musiques qui ressortait était une musique de David Bowie. Je réitère, puisque la musique phare du film ici, c'est Space Oddity. Ok. Qui est une autre musique de David Bowie que j'adore. Et en fait, globalement, j'ai pas énormément de choses à dire pour vendre le film parce que je trouve que c'est vraiment un film qui fait vibrer et moi c'est pour ça qui rentrait bien dans le comfort movie, c'est que vraiment l'histoire est très simple à suivre. T'as des beaux paysages avec des belles musiques. Moi ça me fait vraiment cet effet de truc doux et réconfortant qu'on peut rechercher dans le comfort movie, où tu sais un peu que ça va bien se terminer, tu vois, tu suis l'aventure. Et je trouve ça juste trop agréable à regarder. Et je pourrais pas te faire des grandes analyses cinématographiques sur le film parce que je dis pas que c'est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, globalement, les films auxquels je pensais comme comfort movie, je trouve pas que ce soit des grandes œuvres de cinéma ou bien que ce soit révolutionnaire. Mais c'est pas ce que je recherche dans ce genre de film. Et celui-ci, malgré un côté qui peut paraître peut-être un peu conventionnel, moi je trouve qu'il remplit tout le cahier des charges pour être un super film doudou que tu regardes sous un plaid avec ton chocolat chaud, quoi. C'est complètement ça. Et vraiment, je pense que je vais le revoir dans pas très longtemps parce que j'ai très envie de le revoir. Et ça va être ça. Ça va être sous un plaid. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. En vrai, c'est assez rapide, mais
Okay. Moi, c'est un film que j'ai kiffé aussi dès sa sortie. J'étais comme toi, je suis allé le voir à la sortie. Ouais. Je suis ressorti avec des étoiles dans les yeux. Moi, je voulais aller en Groenland, tu vois. Parce qu'il y a une partie du film qui se passe aussi au Groenland. Oui. Et c'est au Groenland que je voulais aller. Et non, mais le film est trop beau. Moi, je me suis énormément reconnu dans le personnage à l'époque de la vision du film, où je me faisais aussi énormément de films dans ma tête avec des alter ego beaucoup plus confiants que moi et tout. Et la matérialisation à l'image, c'est exactement ce que j'ai dans la tête, en fait. Et du coup, le film m'avait beaucoup marqué pour ça à l'époque. Et bah ouais, c'est un de mes comfort movies aussi. J'adore Ben Stiller en tant qu'acteur. Depuis 10 ans déjà, je me sens si vieille. Ouais. Ben Stiller, c'est un acteur que j'adore, que ce soit dans ses comédies ou non. Et là, c'est pas une comédie, c'est touchant, il est très bon dans ce registre-là. Le film, il est beau visuellement, enfin, il y a les photographies, tout, ça te fait voyager. C'est pas une comédie, mais c'est... Il y a des moments drôles. C'est un peu, il y a des moments un peu rigolos quand même. Ouais. Moins une comédie que, enfin, on a l'habitude de voir Ben Stiller dans Mon beau-père et moi, des trucs comme ça, tu vois. Sûr. Et là, c'est pas vraiment ce registre-là. C'est vraiment un film qui fait vibrer, quoi. Ouais, clairement. La musique, elle est cool. Tu peux pas trop lui apposer un genre il y a un côté fantastique, mais c'est pas fantastique du tout. Côté comédie, mais c'est pas non plus une vraie comédie, genre c'est juste pas dramatique. Tu vibes. Ouais, c'est ça, tu te laisses porter un peu par le film en fait, c'est vraiment c'est trop agréable. C'est une sensation vraiment trop agréable, t'as l'impression d'être sur un nuage en fait quand tu vois le film. OK. Après je sais que Deka a un peu moins aimé, donc peut-être qu'on peut avoir... C'est la question que j'allais dire. Est-ce qu'il est écrit qui n'a pas cet avis? Non mais parce qu'en vrai, Deka il l'a découvert récemment et Louis et moi on l'a découvert à sa sortie, donc je pense qu'il y a tout un jeu de contexte qui fait qu'on a abordé le film hyper différemment, donc c'est intéressant. Non, bah, toi tu disais que t'as regardé le film, t'as eu envie d'aller en Islande. Louis disait qu'il a regardé le film, il a envie d'aller au Groenland. Moi j'ai regardé le film, j'avais envie d'aller dormir. Wow. Non, je rigole, c'est pour la blague. Non, en vrai de vrai, non, c'était pour la blague, mais en vrai ça me fait chier parce qu'on est quand même sur les comfort movies et tout, donc c'est des trucs très personnels. Et je me disais putain, ça me fait chier parce que je vais devoir être l'aigri qui dit qu'elle aime pas le film et tout. Alors que voilà, on est quand même bon sur les autres films, ça me dérange moins, c'est moins personnel, on parle plus du film. Là, c'est des ressentis, je suis en mode je vais pas te chier sur ton ressenti si je l'ai pas ressenti, tu vois. Oui. Donc c'est plus chiant dans cet épisode, mais donc bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Moi non. Mais non, moi je suis pas rentré dedans, j'ai pas aimé le film. Je trouvais des fois qu'il y avait une vibe un peu téléfilm de Noël, quoi. Dans l'ambiance très générique, en fait, je trouve. Je trouve que le film, il a des bonnes idées, mais dans l'exécution... c'est du vu et revu, genre? Bah, je sais pas, moi, en fait, ça m'a jamais... J'ai trouvé ça un peu plat, quoi. J'avoue. Ah, nuit et brouillard. En fait, je trouve ça un peu niais, Enfin, il y a pas mal de scènes qui sont... En fait, tu sens qu'il veut te faire passer une émotion, et la mise en scène, elle est vraiment, je trouve, du coup, elle fait un peu téléfilm dans le sens où elle te force vraiment l'émotion, quoi. T'as des moments où il va dire un truc et puis tu vas le voir, il va regarder dans le vide et puis après il va dire quelque chose. Je sais pas, ça m'a pas parlé. Je trouvais ça un peu pas superficiel, mais un peu générique, quoi, tu vois. Ça m'a pas trop. Il y avait des fois où j'avais un peu l'impression de regarder presque une pub aussi. Une pub de voiture ou une pub, enfin je sais pas, il y avait un truc dans l'image ou dans la réalisation qui était très publicitaire. Non mais je vois ce que tu veux dire, et après c'est pour ça que j'ai dit que moi enfin tu vois, c'est pour ça que je parle de l'importance du timing de la découverte, c'est que moi quand j'avais 14 ans je regardais pas la mise en scène et les trucs comme ça, et du coup j'ai juste vibé avec le film Ouais, mais tu vois, pourtant je me suis pas dit je vais me mettre avec mon calepin et noter les trucs. Je sais. Mais c'est des trucs qu'avec notre regard actuel, inconsciemment, on regarde beaucoup plus. Et ça se trouve, je l'aurais découvert aujourd'hui, j'aurais dit pareil que toi, tu vois. Peut-être, je sais pas, du coup, j'ai trouvé ça un peu mythe, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends le truc tout mignon et tout. Je comprends qu'on puisse aimer le film, qu'on puisse trouver ça vraiment sympa. Mais en fait, il y a rien que j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé un peu tout mignon. Genre, la relation amoureuse, elle me transporte pas. L'humour, il me transporte. Enfin, il me fait pas rire plus que ça. Le côté dramatique, en fait, je trouve que c'est aussi très prévisible, quoi. Du coup, mais ça c'est pas grave. En général, moi j'ai rien contre les trucs qui sont prévisibles parce que, enfin comment dire, les gens qui disent oui il faut toujours être surpris et tout, moi je suis pas d'accord. Si une histoire elle est très prévisible mais qu'elle est bien amenée, que les choses arrivent d'elles-mêmes, enfin moi ça me pose aucun problème. Mais là pour le coup, je sais pas. En fait il y a rien qui m'a. T'es peut-être juste pas sensible à Ben Stiller.
Aussi. Peut-être, j'ai pas d'autres rêves de Ben Stiller, donc je saurais pas dire. Là, comme ça, je crois pas avoir vu d'autres trucs de Ben T'as Stiller. pas vu les Mon beau-père et moi et tout? Non. La nuit au musée? La nuit au musée, mais alors, je m'en souviens plus du tout. Plus aucun souvenir, mais deux souvenirs, j'avais bien aimé, je crois, la nuit au musée. Ouais, je m'en souviens plus trop. Okay. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop. Après, c'est pas horrible, hein. Loin de là. C'est un bon film, mais pour moi, c'est un film. Ouais, je trouvais ça un peu mythe, quoi. Voilà, désolé. Okay. Ah non, mais non, c'est une take comme une autre. Hein. Ouais, mais bon. Ok. Après, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la première partie, les comfort movies, c'est très personnel. Bah ouais, mais c'est pas forcément des films, des bons films. Enfin, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est pas bah forcément. C'est pas ce qu'on recherche en fait dans le comfort movie. Mais c'est pas mauvais. Enfin, là, non, moi, je trouve que c'est pas un mauvais film. Mais oui, c'est pas un mauvais film. Mais c'est juste, c'est pas ta sensibilité, quoi. Non. Ouais. Bah, ça dépend. Ah ouais. Parce que tu vois, même tu dis Ben Stiller, c'est un peu un marginal et tout. Moi, je trouve que, non, pas il est marginal, pas très mais plutôt solitaire. Ouais, c'est juste que des fois, il se part dans ses pensées et c'est un peu mais tout. Il a pas trop de lien avec les autres non plus. Oui, d'accord. Mais regarde, par exemple, il a aucun souci à devenir pote avec la meuf. Ça va très vite quand même, je trouve. Tu vois, après... il y a aucun moment où tous les gens qu'il croise, il accroche quand même assez vite avec eux. Oui, mais parce qu'on s'imagine que avant le début du film, il y a un truc ancré depuis longtemps et que nous on arrive au moment où justement ça se déclenche. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Et puis après, il y a toute une partie où, vu que le film, surtout au début, jouait énormément sur ses rêves, ce qu'il s'imaginait et tout, où on peut se dire, évidemment, là je grossis le trait, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas plein de trucs qui se passent qui sont dans sa tête aussi, quoi, qu'en fait il vit pas des aventures aussi ouf et il s'est imaginé un truc de ouf pour retrouver juste une photo, quoi. Après, dans la mise en scène, il y a aussi des moments qui font très, je sais pas comment dire, comme si on était dans une ouais, non, ça va être un peu bête ce que je vais dire, mais un peu à la Matrix, où tu vois les gens qui se déplacent dans la rue, etc. Il y a un côté très mais là pour le coup c'est un bon point parce que je trouve que c'est intéressant, mais très factice, quoi. Jeu vidéo, genre en mode en fait tu vois les gens se déplacer et en fait on dirait pas que c'est organique, naturel, quoi. On dirait qu'il y a vraiment un truc on dirait des PNJ qui ont été codés pour aller d'un point A à un point B et puis qui se croisent de manière et ça, du coup, c'est intéressant. PNJ, League of Legends, dis donc. Non, il n'y en a pas en plus. Mais par contre, en vrai, juste pour revenir sur ce truc qui peut paraître un peu exagéré et tout, et sur lequel je vais te rejoindre malgré moi, c'est le côté pub de voiture. Voilà. J'ai tout à fait conscience que les scènes où il fait du longboard en Islande... Bon voilà, vu aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir le truc au drone sur des vallées vertes, des routes vides avec juste lui au milieu. Dacia Sandero. Non mais c'est vrai que ça fait un peu ça. Je suis d'accord. Je peux comprendre la take, tu vois. Mais voilà, je comprends. Ok, je comprends. Mais là, je fais juste un parallèle entre les deux, mais tu vois, ça me fait penser à Taxi Driver. Ou genre, Oula. Non, attends. Oui. Ou genre, on l'a pas du tout aimé, tu vois. Non, moi je l'ai pas du tout aimé, j'ai juste pas compris le pourquoi. Voilà, mais genre, quand je dis pas du tout aimé, c'est genre, on est là en mode, pourquoi genre, pourquoi c'est autant. Et les gens, tous les audiences, ils sont là en mode, mais tu te rends pas compte à l'époque. Et en vrai, je pense que c'est vraiment juste sur le moment, tu vois. Je pense que c'est vraiment pas pareil parce que pour le coup, il y a des gens qui voient Taxi Driver aujourd'hui et qui disent mais tu te rends pas compte. Non, mais surtout qu'il y a un monde où je regarde Taxi Driver après avoir vu plus de films de Scorsese et je suis en mode. Et puis en ayant aiguisé un peu mon regard, et je suis en mode ouais, ok. C'est marrant parce que j'ai vu des gens qui ont vu Taxi Driver et j'étais là en mode pourquoi. Même eux aussi, alors que. Qui des gens qui étaient en classe avec moi, j'étais là en mode sans plus, quoi. Bref. Parce que pour le coup, Taxi Driver, c'est beaucoup mis en avant par justement des trucs de mise en scène et tout, alors que là, justement, on reconnaît que la mise en scène, c'est pas, c'est pas chef-d'œuvresque, mais qu'il y a d'autres trucs. Je vais plutôt dire sur l'instant de découverte pour le ressenti, tu vois. Ouais. C'était plutôt ça. Là, je viens de tout défoncer. Mais oui, c'était plutôt ça. Ouais. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose Non, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Ok. Bah écoute, Louis, est-ce que tu veux enchaîner? Attends, juste une question. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu l'as vu, Pauline? 10 ans. Tu l'as pas revu? Ah, si, je l'ai revu plusieurs fois, depuis. Ouais, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Je saurais pas te dire. J'étais encore chez mes parents, donc ça commence à dater un peu, au moins 4-5 ans, quoi. Ok. Et toi, Louis? Moi, ça doit faire 2-3 ans. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Ok.
Mais c'est un film qui me reste en tête, hein. C'est un film que j'ai régulièrement revu et tout, donc que j'ai pas oublié. Hein. Si tu me demandes, je l'ai pas encore vu. Moi je pense que je l'ai vu au moins 4 fois. D'accord. À mon avis. Ok. Et bah écoute Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais. Et ben avec un autre film que j'adore, hein, Crazy Kung Fu. Et on parlait un petit peu en première partie des comfort movies. C'est aussi un truc qui nous rappelle les films qu'on voyait entre potes. Bah, Crazy Kung Fu, c'est complètement ça. C'est un film que j'ai vu la première fois avec un pote, avec qui on avait des bons délires sur Shaolin Soccer. Et lui, il avait déjà vu Crazy Kung Fu, il me l'avait fait découvrir. Et du coup, on a eu que plein de délires là-dessus. Et c'est un film que j'ai rematé régulièrement et tout, parce qu'il me fait trop marrer, en fait. Il me fait trop du bien. C'est super drôle. C'est un film aussi où je vais mater les scènes de combat sur YouTube, tu vois, parce que je les trouve extraordinaires. Il y a toute une scène de combat qui fait très jolie scène musicale en plus. C'est super bien chorégraphié. C'est très over the top. Genre les mecs ils flottent dans les airs, tu vois, c'est un peu Dragon Ball. À Shaolin Soccer, quoi. Ouais, à la Shaolin Soccer, ouais, c'est ça, c'est vraiment à la Shaolin Soccer. Ouais. Et moi, ça me fait délirer en fait. Et du coup, tu préfères à Shaolin Soccer? Moi, je le préfère à Shaolin Soccer pour une raison. C'est que Stephen Chow, il a réussi à me prendre un film de kung-fu, donc très asiatique, et à le mêler à quelque chose que j'adore, les cartoons américains. Ok. Et ça marche de ouf. Genre les personnages, quand ils courent, les pieds, tu sais, ça fait comme ça et tout. Et ils sont super rapides et tout, c'est très très drôle. Moi, ça me fait mourir de rire. Okay. Et les combats sont très cartoonesques. Et du coup, j'adore. Enfin, déjà, j'aime beaucoup les films de kung-fu. Mm-hmm. Et les voir en mode cartoon, c'est génial. Il y a un des maîtres du kung-fu, son truc, c'est qu'il est un petit peu élastique, tu vois. Ouais. Quand les gens le tapent dessus, ça fait et moi, ça me fait rire, c'est tout. Encore du Mickey Mousing. Ouais, un peu du Mickey Mousing, mais en mode vraiment Looney Tunes, en mode vraiment over the top. Et j'adore. Je comprends. Et le truc du film qui est vraiment cool, c'est que Stephen Chow, il a pris la plupart des acteurs qui font les maîtres kung-fu sont des vieux acteurs. Tu verras dans le film, enfin, ils ont des... T'as pas l'impression que c'est des gens qui ont fait du kung-fu dans leur vie. Et en fait, c'est des vieux acteurs de films de kung-fu des années 70-80. Ok. Genre celui qui fait le méchant, c'était un des nombreux clones de Bruce Lee dans les années 80, en fait. Ok. Et tu vois sa gueule, tu dis, mais jamais il fait... Genre, il est en claquette, il a les cheveux dégueulasses, mi-chauds, dégueulasses et tout. Et tu dis, mais jamais il fait du kung-fu, ce type. Et en fait, si. Et je trouve que l'idée de remettre en avant des personnes qui ont fait des films de kung-fu et qui ont été un peu oubliées, même dans leur propre pays, je trouve ça assez génial. Et de le mêler à quelque chose de bête, enfin d'idiot dans le sens cartoon, c'est encore plus génial parce que du coup le titre anglais du film c'est Kung Fu Hustle. Hustle c'est l'arnaque et du coup ça marche vraiment bien, c'est vraiment l'arnaque du Kung Fu. Genre il a fait vraiment le film du Kung Fu, il a arnaqué tout le monde quoi. Ouais, c'est une fraude quoi. C'est une fraude, il a vendu ça comme un film de ouf de Kung Fu et en fait c'est une énorme fraude et c'est trop drôle, enfin c'est une parodie vraiment, vraiment génialissime et à la fois travaillée. Genre c'est pas c'est aussi l'amour du kung-fu, tu vois. C'est quand même très travaillé. Les chorégraphes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quand même Sammo Hung et Wen Wuoping. Enfin, c'est vraiment pas c'est pas des amateurs. Et ils font vraiment des chorégraphies de ouf. C'est très beau. La musique, elle est trop bien. Elle marche de ouf. Et c'est drôle, quoi. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus dessus. Je dois m'attendre à regarder genre Shaolin Soccer mais version Kung Fu. Un petit peu. Ok. Et alors après, il est un peu plus fouillis, je trouve, que Shaolin Soccer. Shaolin Soccer, il est très simple dans sa structure narrative. Là, il est un peu plus fouillis. Le personnage principal, il arrive qu'au bout de 20 minutes de film. Ok. Il n'a pas d'exposition, ou très peu. Ouais. Et tous les personnages ont très peu d'exposition, en fait. Et du coup, c'est vraiment un film où tu vas pas forcément t'attacher au personnage, mais tu vas t'attacher vraiment à l'ambiance du film. Et le film est un peu fouillis au niveau narratif. Mais quel kiff énorme, vraiment. C'est un énorme kiff. Très drôle, très bien fait. Moi j'adore. Vraiment,
il peut ne pas plaire parce que c'est comme Shaolin Soccer, tu vois, le over the top peut très vite être lourd. Ouais. Mais je sais pas, moi j'adore, donc c'est très personnel pour le coup. Là. Ok. T'as dit que Kung Fu Hustle, ça voulait dire. C'est l'arnaque, je crois, un truc comme ça. Non ça, c'est un. Alors, du coup, je me suis posé la question parce que pour moi, c'était plus. Du coup, la bagarre. Hustle. Ah ouais. Et en gros, j'ai regardé. Et donc, un des sens de Hustle, c'est bien la fraude. Mais les sens principaux, c'est la bousculade, se bagarrer, bousculer. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent ? La grande activité. Bon, je comprends pas cette traduction. Pour moi, c'était plus dans le Ça sens peut avoir fraude le double aussi. sens, mais ça a un du coup, double sens, du coup. Ouais, mais du coup, moi, je pense. Enfin, pour moi, c'était vraiment plus la bagarre, quoi, la bousculade. Après, peut-être qu'il y a un des deux. Peut-être qu'il y a un double sens. Je pense qu'il y a les deux et le titre original parce que la du bagarre film Kung Fu, en cantonais, je crois. Du coup, le titre original du film, c'est Gong Fu. Tu vois, il change le Kong avec un G. Donc il y a un côté un petit peu arnaque aussi, même dans le titre original. Ouais. Mais je pense qu'il y a les deux sens. Clairement, quand tu vois le film, c'est que de la bagarre. Ok. Bah oui. Ça me fait penser à Rick Ross, moi. Dès que tu mets le mot hustle, c'est la musique. Ouais. Ouais, merci. Ok. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Est-ce que Pauline et Deka, vous avez des choses à rajouter sur ce film ? Ouais, bah là, je vais faire à mon tour Les grilles. un peu aigri des films confort, mais en fait, c'est ce que Louis il a dit. Hein. Il a dit ça peut ne pas plaire, le côté over the top, etc. Moi, c'est ça, tu vois, genre, je trouve ça rigolo, mais genre, au bout de 10 minutes, ça me fait un peu souffler du nez. Et au bout d'un moment, voilà, ça me saoule un peu sur toute la durée du film. Genre, je trouve ça rigolo, tu vois. T'avais dit la même chose, je crois, que de Shaolin Soccer en plus. Shaolin Soccer, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu ? Non. Mais. T'avais dit ça pour un autre film, je sais plus lequel. Mais je sais plus. Oui, ça. Bah, pour Heroic Trio, non ? Bah oui. Trop bizarre. Alors, par contre, moi, je te coupe, mais c'est abusé le nombre de films hongkongais qu'on cite dans le podcast. Je trouve la part du cinéma hongkongais qu'il y a dans le podcast, elle est quand même assez élevée pour. Après, c'est peut-être vous qui êtes des bandeurs d'Asie, tu vois. Bah, on a Shaolin Soccer. Judo, c'est hongkongais ou pas ? Oui. Judo. Heroic Trio. Là, c'est le 4e. Non, il y a aussi le Wong Kar-wai. Ça fait quand même 5. Moi, je trouve quand même. C'est un des cinémas qui est le plus représenté, avec évidemment les cinémas américains, états-uniens et français. Italien. Ouais, mais je pense qu'on a peut-être moins de films italiens que de films hongkongais. Je sais pas, Pauline, elle a vraiment inclus l'Italie quasiment dans toutes ses sélections. Ça, c'est une légende urbaine. Il faudra faire les stats de. Oui. Un peu les années, les machins. Oh là là. Mais parce que je suis sûr que. Ça, c'est un truc pour des caisses. Ça prouve que c'est quand même. Bon, après, c'est quand même souvent Louis. Oui, mais moi, j'adore les films hongkongais en plus. La 4 des 5. Non, 3 des 5. 3 des 5. Et voilà, c'était 2. Ouais. Pauline qui est raciste. Et. Non. Non, du coup, c'est juste, je pense pas être le public cible de ce genre de film, quoi. Après, c'est pas non plus un très très bon film. Hein. Moi, je le trouve bon, mais les effets spéciaux ont mal vieilli. Mais c'est même pas la question. Non, mais même et même ressentiment, effectivement, le over the top est très. Enfin, c'est pas pour tout le monde, quoi. Mais il y a des gens qui aiment pas du tout le film. Hein. Ouais, moi, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que je pense vraiment que je suis pas le public cible et du coup, c'est un peu genre, ok, vu et sans tape, quoi. Ouais, je vois. Ouais, c'est un peu. C'est souvent le ressenti des gens qui aiment pas le film. Ouais. Je peux comprendre. Mais moi, je peux le comprendre totalement. Hein. Si c'est comme un Shaolin Soccer, je peux comprendre de ouf. Moi, j'aime bien. En fait, je savais plus exactement ce que j'en avais pensé quand je l'avais vu. Ouais. Parce que dans ma tête, je trouvais Shaolin Soccer vraiment mieux. En fait, j'ai mis la même note aux deux, donc je me suis dit, peut-être mes souvenirs me trompent. Et en fait, en réfléchissant, je crois que j'avais pas surkiffé le film, mais qu'en fait, j'en ai un souvenir plutôt sympa quand même. Ok. Donc en vrai, ça se regarde bien, c'est rigolo. Ouais, c'est un bon moment que tu passes, quoi. C'est vraiment Shaolin Soccer tiers. Oui, c'est vraiment. Ça arrête là, quoi. Puis vraiment, moi, il y a le comfort movie côté. Moi, ça me rappelle mon pote et les délires qu'on a, donc. Oui, logique. Ok. Voilà. Ouais, moi, j'ai rien à rajouter. C'est les deux films les plus connus de Shaw. C'est ces deux films les plus connus, ceux qui ont au moins eu une distribution internationale. Shaolin Soccer l'a fait énormément connaître en Occident. Crazy Kung Fu est sorti après, mais il a eu moins d'impact. Plus aux États-Unis, non ? Plus aux États-Unis. Je crois que c'est ce qu'on avait dit, je crois, pour Shaolin Soccer, c'est Shaolin Soccer, c'est plus l'Europe. Ouais.
Et Crazy Kung Fu, c'est plus c'était, les ouais. États-Unis. Mais du coup, après, ces films suivants sont un peu tombés Dans l'oubli. C'est dommage parce qu'il continue énormément à faire de films, Encore aujourd'hui? encore aujourd'hui. Ok. Je crois qu'il est sur le projet Shaolin Soccer 2 et Crazy Kung Fu 2. Oulala. Ah oui. Oulala. C'est pas bon signe, ça. Non. Et en vrai, il a fait pas mal de films très connus à Hong Kong et tout, mais qui sont pas sortis vraiment des frontières hongkongaises. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il a... Enfin, il a été déjà invité au Festival de Cannes et tout. Enfin, c'est un réalisateur qui a quand même une certaine notoriété en Occident. Et ses films sont... Tiers, quoi. Ouais, non, mais ils sont pas forcément très distribués, même ses premiers films. Parce que Shaolin Soccer, c'est pas son premier film. Et et pourtant, c'est un cinéaste, un des cinéastes les plus connus à Hong Kong, quoi. Si bien que il a des acteurs et des actrices qui sont habitués à ces films, c'est les habitués et tout, et elles sont connues comme un groupe qui s'appelle les Filles de Sing. Je crois que Sing, c'est son vrai nom chinois. Et du coup, c'est un truc de fou, quoi. Quand une actrice a dit je fais partie des Filles de Sing, c'est une star à Hong Kong, quoi. C'est pas le nom qui donne quasiment à tous ces personnages principaux? Sing, ouais, si, Ouais. je crois. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et voilà. Et ouais, Stephen Chow, si tu nous écoutes, viens. Je pense pas qu'il y ait... Non, je pense pas. Si tu parles français. Il y a peu de chance. On le souhaite. Écoute, Deka, tu vas enchaîner? Ouais. Alors du coup, on va parler de mon deuxième film préféré de tous ceux que j'ai choisis après Yojimbo. Ah ouais, à ce point? Attends, Ah quoi? mais attends... Attends, t'as dit quoi? Ton deuxième film? Ah, en fait, dans Genre tous ceux que plus j'ai que choisis... Before. Ouais. Ok. Ah ouais. Oulala, on va peut-être briser une amitié. Ce qu'il en reste en tout cas. Ouais. Alors attendez, je vais vous dire exactement. Parce que j'ai refait un peu ma liste en revue. Ouais. Ah non, pardon. Ah oui, non, pardon. Dans ma liste, qui vaut ce qu'elle vaut, Before est 4e et Orgueil et Préjugés est 5e. Ah. Mais Mais dans ton cœur. Mais honnêtement, ça se joue à pas grand-chose. Mais du coup, on est quand même sur vraiment Ouais, du mes Before films tiers, préférés. quoi. Quoi. Mais du coup, Ouais. c'est quoi? C'est Yojimbo et c'est quoi les deux Alors, autres? Tu veux alors je vais Bah, te le en dire. vrai, tu nous as tellement spoilé ta A Ghost liste. Story, que j'ai mis en premier. Ok. J'ai mis Yojimbo en deuxième et In the Mood for Love en troisième. Ok. Ah ouais. Un film en J'aurais pas vu le top C'est 1. dramatique d'avoir. Bon, non, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est dramatique? Genre d'avoir A Ghost Story devant Yojimbo, genre. C'est pas dramatique. Oui, mais c'est là Ouais. pour le coup, c'est une attache Oui, subjective, je comprends. tu vois. Si Je comprends. si je mettais en qualité intrinsèque des films, je mettrais Yojimbo premier, tu vois. Après, Donc, j'ai même hésité à le mettre en premier, mais il y a un truc un peu historique. Après les tops comme ça, c'est très personnel. oui. Hein. Mais voilà, oui, du coup. oui. Orgueil C'est et juste pour faire un Préjugés. petit tacle. Non, mais bien sûr. Mais et puis pourquoi j'ai pas choisi A Ghost Story? Parce que pareil, enfin tu vois, on parle de, j'avais pas envie d'avoir l'échange avec Pauline sur A Ghost Story. Je suis si terrifiante que ça. Maintenant, on l'avait déjà eu un peu dans, Oui, dans oui. l'épisode 24. Après, ça te C'est vrai. terrifie aussi de savoir si je l'aime ou pas, tu vois. Mais c'est un truc où Oui. je suis trop déçu parce que, bah, en fait, je veux voir ce film, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que tu pourrais pas avoir le plaisir de le faire découvrir à plein de gens si tu me le fais pas découvrir, tu vois. Peut-être un jour, je vais le choisir juste pour faire chier des cats. Alors là. Elle va le tacler. Par de contre, ouf. si on le choisit, tu le regardes avec moi chez moi. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois tout seul quand je regarde les films. Eh ben, on le regardera hors. Mais il y a plus de notes maintenant, on s'en fiche. Non, mais même, ça change mon appréciation. Et on s'en fout. C'est plus, Non, mais je crois. Non, ça alors, je change, choisirai pas dans le podcast, on le Bon, regardera. vous vous battrez plus différemment. tard. Enfin bon, oui, revenons. Parce que du coup, alors on disait il y a des films subjectifs et tout. Je pense objectivement que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est mon avis sur Orgueil et Préjugés. Chef-d'œuvre, je sais pas, mais entre guillemets, objectivement parlant, je pense que c'est le meilleur film des trois, c'est sûr. Mais à mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Joe Wright, il a fait un truc incroyable avec ce film. Je sais pas, il se perd un peu les dernières années, j'ai cru comprendre. Mais je trouve qu'en premier film, faire ça, c'est trop fort. Enfin, vraiment, bravo. Mais du coup, je me perds. Enfin, je sais pas dans quel sens aller parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Tu veux qu'on parle de quoi en premier? Ah, je sais pas, c'est pas mon film. Il a en pas vrai, vu le enfin. film. T'as pas vu le film, ouais. Ouais, c'est trop chelou et j'ai pas lu le livre parce que je sais pas lire, tu vois. Donc, Mais arrête avec ça. Moi, il y a un truc pour parler du film de Deka, c'est que c'est vraiment. Je l'ai du coup découvert pour le podcast et je comprends totalement pourquoi c'est un film confort, tu vois. Ok. Genre, autant j'aurais découvert La vie de rêver de Walter Mitty ou même mon film Prends les balles perdues. à ce moment-là, Non, mais je suis tranquille. pas sûr que je me serais dit ça tout de suite. Ouais. Alors que durant le visionnage de Deka, je me suis tout de suite dit ok,
je comprends pourquoi c'est un film confort. Mais oui. Si t'aurais vu Nuit et brouillard, je vais pas m'arrêter sur cet épisode. Non, mais moi, pareil, je l'ai découvert pour le podcast. Ça fait depuis 1000 ans que je voulais le voir et que des canaux bassinent avec aussi. Hein, mais Pas 1000 ans, parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps. En vrai. oui, mais Oui, bon, oui. tu parles tellement de Jane Austen qu'on a l'impression vrai. que ça fait 1000 ans. Et en fait, alors pour la petite anecdote, genre, il était plus de minuit, je bossais le lendemain. Et je regardais, au début je voulais juste voir le temps qu'il faisait parce qu'il est sur Netflix, donc je vois. Et puis tu sais, après quand tu passes la souris sur Netflix, ça commence à jouer un peu un truc. Bon, je clique dessus en mode vas-y, je vais regarder vite fait le début. Et en fait, j'ai pas pu arrêter le film et je l'ai regardé en entier. Je me suis couchée à plus de 2h du matin, j'étais éclatée au taf le lendemain. Mais parce qu'il y a ce truc de... Pareil, tu sais plus ou moins comment ça va finir, Ouais. mais... T'as trop envie de voir le chemin pour en arriver là, de voir à quel moment et comment ça va finir comme tu penses que ça va finir. Et du coup, l'attache au personnage est hyper forte. Et t'as trop envie de voir l'action suivante, ce qu'ils vont faire. Et tu ressens toutes les émotions avec eux. Et du coup, c'est hyper dur de décrocher une fois que tu l'as lancé, quoi. Je trouve qu'il y a un truc très, très, très cinématographique dans les récits d'Austen, dans la manière dans laquelle les événements se passent. Ouais. C'est très naturel, c'est très... Enfin, tu vois vraiment la scène, enfin, tu vois, c'est un peu le... Bon, rien à voir, mais tu vas peut-être voir ce que je veux dire, Frigo. Quand on avait regardé revu Scarface, on s'était dit qu'en fait, chaque scène était très délimitée. Et t'arrives presque à la fin du film... Tu arrives à resituer chaque scène de Scarface parce que c'est vraiment des segments après des segments après des segments. Et c'est un peu ça dans Orgueil et Préjugés, je trouve, où tu as vraiment un segment. Et en fait, à la fin du film, tu peux te dire ah bah il s'est passé ça. Et vraiment, il y a plein de films où tu te dis, où tu oublies des moments, tu te dis attends, là c'est très très clair du cheminement du scénario, c'est vraiment limpide. C'est comme si tu avais l'arc tel truc, l'arc tel. Et puis il y a vraiment un truc de il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça, donc il se passe ça, et c'est vraiment un enchaînement qui s'arrête jamais. Mais donc au niveau du récit, des films que j'ai vus, pour moi c'est la meilleure histoire d'amour, enfin comédie romantique, enfin comment dire, c'est la meilleure romance. Pour moi on est sur le top de la romance, genre les personnages, tu sens, moi je trouve qu'entre les deux tu sens vraiment une passion, tu sens vraiment toute l'ambiguïté des trucs, parce que du coup en fait le film et le livre s'appellent Orgueil et Préjugés, et c'est que ça en fait, tout le récit tourne autour des préjugés que les uns ont avec les autres, de machin, de paraître, de bidule. Avant d'appeler du coup son livre Orgueil et Préjugés, du coup la première fois qu'elle l'avait écrit et qu'elle l'a montré, il s'appelait Première Impression. Donc bon, c'est une petite anecdote qui ne veut pas dire grand chose, mais un peu quand même. Qui en fait, on est tous sur ça, comment les gens perçoivent les autres gens. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce film, je trouve, c'est que déjà il est magnifique. Genre vraiment. Visuellement, il y a une très belle photo. C'est absolument magnifique. De toute façon, tu mets des scènes de balles, je suis contente. Les scènes de balles sont folles. Il y a vraiment. Tu mets des paysages anglais, moi je suis. Il y a une maîtrise de l'espace pendant les balles, du déplacement des personnages. Après, j'ai vu Gare épée il y a pas longtemps et j'avoue que tout paraît un peu minable à côté de ça. Mais... Ah ouais. Je l'ai pas vu encore. Mais juste niveau scène de balles, c'est en mode Marie-Antoinette ou je crois que c'est Memoria. De Sofia Coppola, c'est fête d'anniversaire là dans un château. J'ai pas vu. Non. Dans je sais plus le nom. Mélancolie. Il y a une scène de balle. Ouais, mais là on est quand même c'est un mariage. Non, c'est. Là on est dans les années. c'est en 1800. Okay. Non, mais je veux dire en termes de photographie. Petite manière de. Je me souviens plus. Tu peux plus se rapprocher de Marie-Antoinette, je pense. Mais après, Marie-Antoinette, il y a un côté anachronique dans le film qui. Ouais, mais je veux dire. Étonne un peu. Je parle vraiment juste image. Pas genre ce que tu vois à l'image. Je sais pas comment dire. Ouais, non, mais. Ok. Je sais pas. Je saurais pas duquel des deux plus se rapprocher. En fait, je suis en train de me dire là depuis tout à l'heure que t'es en train de citer à peu près tout ce que j'aime pas. Ah ouais. Ah ouais, peut-être que tu vas détester. Hein. Ouais. Mais en fait, être famille après. Du coup, je disais que. Enfin, je sais plus ce que je disais exactement, mais du coup, même donc l'histoire d'amour, moi je trouve qu'elle est vraiment bien et je trouve que le film est super drôle. Il y a des personnages qui sont tellement comiques. Enfin, après, ça, c'est un peu le génie de Jane Austen. C'est, en fait, dans tout ce qu'elle écrit, elle a un ton très ironique, tout le temps. Et pour moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est que. Elle a ce côté un peu passe sans rire, un peu je suis au-dessus de la mêlée et je juge un peu mes personnages et tout ça. Et pour moi, il y a deux personnages qui sont
absolument géniaux, c'est la mère. Elle oui. détruit. En fait, la mère, c'est. En fait, tous les personnages sont un peu cool, tu vois. En gros, t'as Jane, qui est la première fille des 5, qui est un peu la réservée, la plus intelligente. Pardon, non, pas la plus intelligente, mais la plus jolie. Voilà, celle qui est très douce, très un pudique, peu la etc. fille modèle, quoi. Ouais. Ok. Après, du coup, on a Elizabeth Bennet, qui est le personnage principal, qui, elle, est moins jolie, enfin, en tout cas, considérée comme moins jolie, mais qui est la plus intelligente, la plus futée. Tu sais, celle qui. Elle comprend un peu les ficelles de la société, comment elles se passent, etc. Et après, t'as 3 autres sœurs qui sont un peu en dessous. C'est un peu les Golemons. Ouais, mais il y en a une. En fait, par exemple, il y en a une qui est, je crois que c'est la dernière qui, elle, est très, par contre, dans les trucs, dans le cliché, dans le conservatisme, dans le sens où pour elle, elle pense que pour être une femme, il faut lire, vraiment chanter, essayer. Et en fait, elle ne passe que par ça. Oui, faire du piano. Ouais, mais du coup, elle est pas du tout intéressante. Et elle fait que lire et essayer d'un peu être. Enfin, de se montrer comme ça. Et par exemple, les 2 autres sœurs sont très dans les sorties. Il y en a une qui elle, son truc, c'est vraiment. En gros, on a la première qui, elle, est vraiment, on va dire, à l'ancienne. Et pour être une femme, il faut faire ci, ça. Après, on va avoir Elisabeth qui est plus dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'elle, par exemple, parce que le truc, en fait, c'est quand même le mariage, c'est la base du récit. Oui. Et donc, l'amour, elle, c'est par exemple, il faut se marier, mais je me marie pas avec quelqu'un que j'aime pas. Tu vois, il y a là quand même cet amour, donc on est quand même sur un petit pas un peu plus moderne, on va dire, où on accepte le mariage que s'il y a de l'amour, même si on peut refuser un bon parti parce qu'on l'aime pas. Et après, t'as encore plus dans la modernité, t'as la jeune qui, elle, n'a rien à foutre. S'il faut partir à l'autre bout de l'Angleterre pour aller ken avec un officier parce qu'il est beau gosse, elle y va, tu vois. Et... D'ailleurs, Orlando Bloom. C'est pas Orlando Bloom. Ah non, c'est Rupert Friend. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Oui. Mais Rupert Friend qui a joué dans Asteroid City cette année. Oui. Ah ouais. Donc j'avais même pas fait attention. Mais du coup voilà, et tous les personnages sont super intéressants, et en fait il y a plein de sous-entendus parce qu'en fait Jane Austen écrit beaucoup elle s'inspire beaucoup de sa vie, de ce qu'elle côtoie, etc. D'ailleurs il y a un super podcast sur France Culture qui parle du coup du livre, donc je vous le conseille. Enfin là, je répète pas mal le truc qu'elle dit dedans et qui sont super intéressants, mais sur comment elle parle d'elle-même, et en fait là où beaucoup à l'époque créaient des histoires gothiques avec plein de choses, et elle en fait c'est simple. Ce qu'elle dit, Jane Austen, c'est donnez-moi une campagne, 3 familles, et moi je vais écrire sur ce que je connais, voilà. Et donc il y a beaucoup de jugements de valeur, de critiques sociétales, de machin, de bidule. Et donc c'est super cool, mais du coup le personnage de la mère, elle ne pense qu'à marier ses filles. Alors elle devient insupportable. Mais en fait, voilà, elle est complètement insupportable. C'est un peu la commère, tu sais, qui ne pense qu'à marier la fille, qui du coup est des fois elle écoute aux portes, un peu gênante, tu vois, pour un peu la bienséance. Elle est vraiment très gênante, elle va dire des trucs, elle se positionne trop en avant, elle n'arrive pas à se contenir. Il y a le père, du coup, lui qui est à côté, qui est pour le coup, lui, un homme, un clergyman, je sais pas comment on dit en c'est genre un évêque ou un truc comme ça? Non, pas un évêque, mais pasteur. Ouais, un pasteur. Okay. Lui, c'est un pasteur, tu vois. Et il est très dans les livres et tout. Il est beaucoup plus intellectuel, on va dire. Et du coup, il s'en balèque. Enfin, genre, il est vraiment là en mode. Du coup, il laisse sa femme gérer les affaires de mariage. Ouais. Et lui, dans un truc beaucoup, beaucoup plus détaché. Il est là, il fait ses fleurs, ses livres, tu vois, il est content. Ouais, c'est ça. Okay. Et il y a un autre personnage, par contre, que je trouve super drôle, c'est Mr. Collins. Ah oui. Qui est en gros le cousin de la famille, qui lui est, mais vraiment. Lui, c'est vraiment une. Alors, pour le truc, en gros, là, son grand frère, Jane Austen, pareil, ça vous le retrouvez dans le podcast sur France Culture, qui est super cool, qui est devenu clergyman, donc pasteur, et qui est devenu très chiant, en fait. Elle trouve qu'il est devenu très chiant, que c'est devenu une personne pas intéressante, et en fait, c'est un peu le cliché, du coup, qu'elle reprend dans ce personnage qui est complètement à l'ouest. Il y a une scène de Belle qui est très drôle, où... en gros, donc lui, il demande à la mère s'il pourrait épouser Elisabeth, et elle lui dit, elle est un peu en mode ah oui, super idée, ce serait un bon parti. Enfin bon, voilà, l'alliance lui va, on va dire. Et du coup, il y a toute une scène de bal où Elisabeth, elle a très bien cramé le jeu, et où du coup, elle passe sa scène à le fuir, et lui, un peu à lui courir après et à se prendre des vents. C'est hyper drôle. Il est joué par j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui joue Lord Beckett dans Les Pirates des Caraïbes. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemble.
À peu près. Et en fait, ça fait longtemps. Et en fait, c'est un acteur qui est très petit. Et du coup, Tom Hollander. Tom Hollander, merci. Et du coup, en plus, le film joue là-dessus, un peu à le ridiculiser. Enfin, il y a toute une scène en chant contre chant entre Keira Knightley et lui. Et du coup, en fait, elle le regarde vraiment depuis sa taille, quoi. Et c'est très très drôle comment c'est mis en scène. Ouais. Et même dans la mise en scène, c'est drôle. Et non, il est très bien, ce personnage aussi. Ouais. Mais pour revenir vite fait sur le père, on a dit qu'il était un peu en mode balèque et tout. Mais en même temps, les moments où il a son mot à dire, on va dire, genre la mère, elle va un peu le chercher à la rescousse parfois quand ses filles, elles l'écoutent pas. On dit pas trop. Hein. Non, j'en dis pas trop, t'inquiète. En mode, mais dis-leur, toi. Et en fait, lui, je trouve que c'est le personnage le plus touchant dans son lien avec ses filles, les moments où il connecte. Tu vois, c'est un peu le père déconnecté. Mais les moments où il connecte, il est assez juste et touchant, quoi. Alors, pour le coup, moi, j'avais vu le film, après, j'ai lu le livre, et ça, j'avais trouvé que c'était très proche, mais c'était un des aspects que j'avais trouvé un peu différent, c'est que je trouve que dans le livre, il est beaucoup plus antipathique, beaucoup plus désagréable même avec sa femme. C'est-à-dire que là, il a un côté il est un peu au-dessus, il lève un peu les yeux, tu vois, il est un petit peu agréable. Je trouvais que dans le livre, il était vraiment méchant avec elle. C'est-à-dire que, en fait, il s'est mis avec elle parce que, à l'époque, c'était une belle jeune femme, et voilà. Sauf que maintenant, il la trouve complètement débile. Et vraiment, dans le livre, ça c'était un truc où il est vraiment désagréable avec elle, et il lui fait vraiment sentir qu'elle est vraiment bête. Et là, c'est une vraie différence qu'il y a. Et là, je trouve que c'est cool que dans le film, ils aient enlevé ça, et du coup, ça lui donne un côté beaucoup plus charmant, beaucoup plus sympathique. Bourru, genre. Après, j'ai l'impression que parfois, justement, tu sens un peu les relents de ça, on va dire. Qu'il y a des moments où tu te questionnes un peu, est-ce que en fait, c'est un père sympa ou pas, tu vois. Et au final, moi je trouve qu'il dégage quand même quelque chose de plutôt sympathique. Et en vrai, Donald Sutherland, genre en mode petit papy un peu à l'ouest, genre ça marche trop bien. Ça marche de ouf. Mais et c'est un film drôle. Enfin, du coup, t'en as beaucoup parlé, mais moi ce que j'aime beaucoup, drôle et moderne. Alors je sais pas si du coup l'adaptation des dialogues est vraiment fidèle. De souvenirs assez. Hein. Mais le personnage d'Elizabeth Bennet envoie des punchlines. Tu dis, c'est vraiment ultra moderne. Et franchement, parfois, ça ferait à pâlir certains rap contenders, quoi. Vraiment. Ouais, mais c'est vraiment ça. Elle est ultra ironique et tout, ultra cynique. Moi, j'adore ce genre de personnage. Mais les dialogues entre elle et Darcy, mais moi, mais il y a ça, les dialogues entre elle et sa mère, ça me fait. Vraiment, elle lui envoie des punchlines. Si vous aimez l'ironie. Franchement, lisez du Jane Austen, parce que je t'avais montré quelques passages. Oui. C'était pas dans Orgueil et Préjugés, c'était dans Sense and Sensibility. Ouais. Où je t'avais fait lire quelques passages, et tu sens vraiment qu'elle est tout le temps dans l'ironie. Et alors je sais plus, le même Orgueil et Préjugés commence avec la phrase, alors je n'ai plus la phrase exacte, mais en mode toute jeune femme bien doit se marier à un moment. En gros, je sais plus quelle est la phrase exacte. Le mariage est, ça c'est dans le livre, est la finalité à une jeune femme et tout. Et tu sens que, tu lis ça, tu te dis mais, on est sur un truc très réac et tout. Mais en fait, tu sens dès la première phrase qu'elle commence avec un truc ultra ironique en mode non, Elle en plus elle était connue un peu pour ça. C'est ça. C'est sur ma pile à lire, en tout cas. Ouais, franchement, lis-le. Donc voilà, en vrai, j'aime tellement le film et le livre et Jane Austen que je pourrais en parler pendant beaucoup de temps. Mais le film est vraiment cool, quoi. J'ai quand même juste une question, mais du coup, tu préfères le père plus sévère ou, même si t'as déjà répondu, mais genre, tu trouves quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le père plus sévère ou... Ouais. Dans le livre, c'est intéressant. Après, il faudrait que je le relise pour en ayant vu une deuxième fois pour avoir un truc encore plus précis. En fait, je trouve que dans les deux, c'est intéressant, mais pour le film, je trouve que c'est bien que le personnage soit pas détestable possible. Ouais, soit pas anti. Après, il a quand même dans le livre, il a quand même des moments très cool et très intéressants, mais il est moins comment dire, protecteur, cocooning un peu, qui peut être dans le, tu sais, où on dirait un peu le vieux papy, un peu sympa, quoi. Et les deux sont cool, mais après les personnages dans les deux films, dans le livre et le film, sont quasiment après très proches. Par exemple, Mr. Collins, c'est vraiment le même. Elizabeth Bennet, c'est la même. La mère, c'est la même. et Darcy, c'est pareil, c'est le même. Enfin, Darcy, un personnage que je trouve super intéressant. Parce que pareil, t'as une première impression sur lui qui peut évoluer après. Et après, il y a des gens qui trouvent que c'est un connard, il y a des gens qui trouvent que finalement non. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ok, je vois. Mais pour moi, meilleure histoire d'amour. Et lui aussi, il est un peu en dehors des conventions, dans le sens où c'est un aristocrate. Il
il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut et du coup se choisir aussi un hyper bon parti. Et en fait, lui, tu sens dès le début qu'il en a rien à foutre de ces questions-là, alors que... Oui et non. Enfin, tu sais, il a pas envie de danser, alors que tout le monde... En vrai, les bals, c'est aussi un endroit de rencontre et justement en mode l'homme qui invite la femme et pour potentiellement faire un couple derrière. Lui, il en a rien à foutre, il danse pas. Ouais, mais il danse pas aussi, je pense. Alors, déjà parce qu'il est très antipathique, mais aussi parce qu'il est dans un milieu qui n'est pas. Ah ouais, un peu. Tu vois, il y a un peu ça au début, c'est-à-dire qu'il arrive dans un. Bourgeoisie. Il y a un peu ça. Après, lui, c'est un aristocrate, mais il n'est pas dans la haute aristocratie non plus. Alors, j'ai plus les trucs exacts, mais parce qu'il a pas certains trucs de l'aristocratie. Enfin, je sais plus. Ouais, mais parce que le domaine qu'il a quand même, c'est. Ouais. Ah non, mais oui, il reste. Ça va. Très bien, mais enfin, franchement. Écoutez en tout cas si ça vous intéresse le podcast de France Culture. Du coup, tu parlais de la plus grande sœur Jane, qui est un peu la fille modèle, etc. Et elle a aussi une histoire d'amour qui est super cool. avec avec un autre jeune aristocrate. Et l'histoire entre les deux est aussi super bien. Il y a des quiproquos au milieu, des petits imbroglios. Ouais, mais c'est un peu le versant de la relation Darcy. Ouais, c'est ça. Elisabeth, quoi. Parce que d'un côté, leur histoire, elle est trop mimes, quoi. C'est ça, aussi, ouais. On a Darcy qui est antipathique, qui est très mal vu, mais qui, voilà. Et à côté, on a Pimbley qui est ultra avenant, qui fait un peu penser à... Le mec très simple. Mais en fait, il a un peu une vibe, comment il s'appelle dans BoJack Horseman, le chien. Ah oui, Mr. Peanut Butter. Je trouve qu'il a vraiment un peu cette vibe un peu, le mec peu comme dit ça, ce qu'il pense, il est ultra, que du coup tout le monde kiffe. Mais c'est vrai que Darcy, c'est un peu le mec où tu sens, genre quand il entre dans une pièce, ça fait il y a Darcy qui est là. Ah bah, c'est Ok. Voilà, après je sais pas si t'aimes ce genre de truc, je pense pas, mais. Enfin, tu vois, après là, du coup, c'est par rapport à ce que j'ai demandé. C'est genre, tu vois, par exemple, Marie-Antoinette, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Je l'ai pas vu. Moi, c'est vraiment différent. Ouais, et puis c'est genre des trucs en mode en vrai l'Angleterre, je suis pas un grand fan, tu vois, des grands paysages anglais, donc bon, ça peut être un truc où vite je peux être là en mode d'accord. Mais on verra un autre truc. Je dis que c'est la plus grande histoire d'amour. Alors je sais pas si c'est un spoil ou pas, avancez de 15 secondes si vous trouvez que c'est au cas où. Il n'y a pas un bisou. Il n'y a pas une ambassade. C'est un gros spoil, vraiment. Waouh. Non, mais c'est vrai, tu peux l'attendre. Non, mais c'est vrai que pour ça, tout à l'heure, quand je voulais dire ça, et je me suis dit, peut-être on en parlera dans les retours. C'est vrai que c'est pas cliché. Il n'y en a pas. Et on est sur quelque chose de très simple. C'est ça. Et tu verras, il y a une scène qui est mythique. Je te l'ai dit pas maintenant, on en parlera au retour. Celle où il arrive dans la pièce ? Non. Bah, du coup, je vais savoir ce que c'est dehors, si vous le demandez. Je te dirai. Ah oui, ok, c'est bon. Et cette scène, c'est très simple, c'est très. En fait, tout est dans la, dans la nuance, pas dans la nuance, mais dans le subtil. Il y a vraiment une subtilité dans leur relation qui fait que ça fait pas gros et c'est passionnel de fou et donc pas besoin de bisous, pas besoin de tout ça pour qu'en fait on ait je trouve une des plus grandes histoires d'amour. Ok. Voilà. I get it. Je crois que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, Et j'ai remarqué, il y a un truc que t'aimes bien faire, mais tu t'aimes bien laisser Louis et Pauline parler de ton film. Je me dis que c'est un échange. Non, mais genre, j'ai un peu l'impression que t'es en mode, je sais pas comment faire. Et du coup, Pauline, elle dit, lui, et après t'es en mode, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. Bon, arrête, j'en ai beaucoup dit là. Non, je sais, mais je veux dire. Mais oui, parce que je trouve ça. Ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien ne pas commencer parce que je sais jamais par où aller. T'aimes bien déléguer ce truc-là, on dirait, c'est marrant. Je trouve ça plus cool d'échanger, tu vois. Ouais, mais c'est marrant, du coup. Je tenais à le souligner, tu vois. Tu sais quoi, la prochaine fois, je vais partir en monologue pendant 15 minutes. Je vais laisser personne parler. Je vais faire comme j'ai fait dans le muet. Et tu me l'as reproché. Ah ouais. Ouais. Bah vas-y, du coup. Mais voilà. Après, tu parles dans le muet quand tu mélanges les deux films ou Ouais. Voilà, j'ai mélangé un film et un livre. Bon, c'est le même, mais. Bah ouais, mais du coup, tu parles de la même chose. Oui. Vous réglerez vos comptes en off, les garçons. Ça va être la bagarre. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Bah écoute, oui, je pense bien. Eh ben, écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. Nous sommes présents sur les réseaux. Oui. Le podcast est présent sur Twitter et Instagram, @Studio7pod, sur Letterboxd Studio7. Le podcast est affilié à l'association Super 7. Vous pouvez aller sur super7.fr pour plus d'infos. Ouais. Vous pouvez une petite actu. Maintenant, je vais faire ça à chaque fois. Je vais te donner une petite actu.
Ah ouais, comme ça. Attends, là, l'épisode n'importe. il va sortir. Celui-là est sur le 25, le jour de Noël. Mais si vous l'avez pas compris, on enregistre des épisodes un peu avant quand même. Ouais. Bah, on n'a pas le choix d'enregistrer Oui, avant, mais parce que du ça coup, enregistre voilà, après, quoi, c'est pas possible. Ah bon? Je te Actu, Wow. je sais pas, Bertrand Bonello. Non. Tu dis des mots. Juste, Ouais, voilà, des mots-clés. juste des mots. Camille. Mais Ouais. non, mais parce qu'il y a des trucs où, à l'heure où on enregistre, je peux Ouais, pas et puis il y a trop des trucs qui ont mouiller été encore, faits. tu vois. Au des moment où on trucs qui ont enregistre, été ou faits. une séance qui est prévue, un machin, j'en sais rien, même si c'est après, tant pis. Hein. Bah non, c'est pas encore nos séances de janvier, mais par contre, je pense que d'ici la sortie, mon dernier court-métrage sera fini, donc voilà. Ok. Ah. Bon, Il y bah, aura voilà. peut-être on des espère. projections dans pas longtemps. Bah voilà. On espère. Écoutez, Est-ce que tu veux laisser un indice pour le prochain thème ou c'est trop facile là? Voilà. c'est... Surtout que t'as déjà fait un indice dans l'épisode d'avant. Ouais, enfin... C'est vrai, c'est vrai. On arrive en 2024, si vous regardez la saison dernière, ce qu'on a fait au même Ouais. moment de l'année, vous aurez une idée de Voilà. quel est l'épisode En vrai, le prochain. en vrai, ça coule un peu de source, on va dire. Voilà. Mm. Exactement. Mais bon. Ok. Écoutez. Et on vous laisse et on va vous souhaiter des bonnes fêtes puisque c'est. Oui, c'est Ah oui, vrai. c'est vrai, bah oui, c'est joyeux vrai, Noël, exactement. parce qu'on Non, sort mais le oui, c'est le 25 là. 25. Ah, mais oui, joyeux carrément. Noël. Joyeux Des Noël, petits et passez gros de lots bonnes et tout, fêtes. je vais être gentil, je vais mettre un petit peu de Ah. vibe Ah, Noël merci. dans les épisodes. Ah ouais Très très bien. Tu Ouais, vas on le faire, l'avait ça, fait l'année dernière, je vais Oui. le refaire quand même. Bah oui. soyons- À la place des Allez, ding-ding, soyons c'était fous, des tu petits, C'était petits bien, ça. grelots. Ouais, ouais. Ouais. Pour l'épisode d'Halloween, il faudrait mettre des screamers, tu vois. Ah, non, c'est Horrible. le bruit du couteau de Psychose. Ah, C'est vraiment, ouais. c'est horrible. Tu mets que des trucs de fou dans chaque épisode. Je vais se foutre en l'air. Tiens, tu mets le bruit quand tu tues les gens dans Among Us, t'es. Pourquoi pas. Bon, Allez. allez, à dans 2 semaines. Ça. Allez, salut.